Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission dont n'est pas filmé, je dab, tellement je suis heureux de vous retrouver pour cette émission Station B, évidemment cinéma, avec une belle équipe qu'on va évidemment développer un petit peu là, on va se présenter, mais j'aimerais présenter l'émission, ça va être double biopic et film romantique queer. Voilà, j'ai un peu déjà dévoilé là où on va se positionner, j'espère que vous êtes autour d'une bonne petite bière, puisque nous, honnêtement, on passe un très bon moment avec déjà Lenny. Lenny, comment vas-tu ? Bah, comme tu le dis, ça me manque peut-être un peu de bière, mais bon, on n'est toujours pas sponsor, donc Alors, je suppose qu'on va devoir attendre. T'es le seul à avoir Non, du non, whisky pur, justement, dans ta gourde, c'est là où je voulais en venir. C'est nous, il en manque, tu remarques bien, on en a besoin. Est-ce que tu peux partager au moins ce moment avec nous ? Bah écoute, je te propose, tu vas chercher des verres. Ah et oui, puis, là tu veux bien ? Oui, vas-y. Mais vas-y bien sûr, maintenant qu'on est au nous, on fait micro, l'émission maintenant pendant ce temps-là. qu'on est soi-disant filmé d'après toi, ça y est, là tu veux bien. En fait, t'es juste là pour les caméras. Enfin, les caméras. Oui, c'est moi qui gère les caméras. Ouais. Allez, à d'autres. Nous avons Lazare. Comment vas-tu, Lazare, pour cette émission magnifique ? Ça va bien, C'est vrai. ça va bien. Ici pour relever un peu le niveau de l'émission. Dommage, je serai là que pour la revue d'actu. Mais oui, mais évidemment, t'introduis magiquement en plus cette émission, puisque c'est on va essayer. Revue d'actu politique. Bah oui, je passe après Sébastien et Zéphyr quand même, donc c'est pas rien. C'est beaucoup de pression pour toi. Ouais, c'est beaucoup de pression. Et ça fait du bien de te retrouver. Ouais, non, tremble pas trop, parce que quand tu trembles en plus, tu fais non, bah voilà, putain, il comprend rien vraiment aux directives qu'on a dit juste avant, c'est pas grave. On a Joshua. Comment vas-tu, Joshua, le sidekick rigolo dont on n'est pas filmé? Il a vu aucun film en plus de ce qu'on va un petit peu discuter. Donc c'est vraiment le sidekick rigolo. Il va nous faire des petites blagues. Vas-y, déjà. T'es un peu le fou de la bande. Bah, c'est toi le fou. D'accord. Si vous écoutez Station B, en voiture, ne prenez pas de bière, s'il vous plaît. C'est pour. Non, sur le permis. C'est autorisé une bière. Pas deux, c'est déjà un peu limite. Une, ça va. Oui, mais entre boire et conduire, faut choisir. Oh, tout de suite, oui, vas-y, fais tes trucs. Ouais, bah, allez, imagine, il y a Pierre Palmade qui nous écoute au volant de sa voiture. Vas-y, mais lui, une petite bière, il y a pas que de la bière là-dedans, il y a pas que de la bière. On a Aline aussi, comment vas-tu, Aline ? Ça va très bien. Merci encore de m'accueillir à chaque fois. Quel honneur pour vous et pour moi. C'est toi qui travailles le plus pour ces émissions, on peut le dire, puisque en soi, t'as vu les films, pas tous, mais t'as vu la plupart des films, et en plus, c'est toi qui prépares à la limite toutes les chroniques. Maintenant, en fait, on va appeler ça « On n'est pas filmé ». Fit Aline obligatoirement parce qu'il y aura des droits d'auteur. Bah moi ça me va, en plus c'est bientôt mon anniversaire, donc ça me fait un beau cadeau. Ouais. C'est quand qu'on le fête comme ça ? Le mardi 11 février, ça arrive vraiment bientôt. Donc tu es Verseau. Oui, exactement. Et les Verseaux, on leur souhaite évidemment une belle prospérité puisqu'ils le méritent. Moi je suis né le même jour qu'Al Capote et je suis Verseau aussi. C'est une anecdote, on s'en fout complètement. Non, moi j'adore. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais avant de passer sur ces critiques double biopic autour de Better Man et Un parfait inconnu, ainsi que ce petit ce compte rendu qu'on voulait faire aussi sur les films romantiques, puisque la Saint-Valentin arrive et c'est donné à cœur évidemment à pas mal de nos chroniqueurs de parler de ces films romantiques, nous avons la revue d'actu de Lazare, la fameuse, la tant attendue. Évidemment, t'es passé après Seb, après Zéphyr, j'espère qu'elle sera un minimum intéressante. La pression monte. T'as intérêt à être pertinent, s'il te plaît. Merci. Ok, merci Benjamin. On commence en fanfare tout de suite avec une proposition musicale le mercredi 19 février à 20h15 au Cinéma Luxe. Une projection en avant-première de la comédie musicale Dans la cuisine des Nguyen, suivie d'une rencontre avec le réalisateur Stéphane Lee Kwong et l'actrice Clotilde Chevalier. Alors, c'était une séance où à la base on devait avoir Thomas Joly en guest. Et finalement, à cause d'un conflit d'agenda, il ne pouvait pas nous faire un petit coucou. Donc voilà. Pas joli tout ça. Pas mal. Ah oui. Agrémente des blagues. J'ai mis quelques blagues de temps en temps. Vous allez voir, c'est très très fin, toujours en finesse. Ok, parfait. On enchaîne mardi 25 février. Vous le connaissez peut-être ce film. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment. C'est The Substance qui fait son grand retour à l'Amphidore. La séance est à 20h. On rappelle que le film il a quand même 5 nominations aux Oscars. Les Oscars devraient suivre pas longtemps après. C'est le 2 mars. C'est le 2 mars, donc voilà, c'est le The Moment, et pas The Substance. Bref. C'est The Moment pour redécouvrir, en tout cas, Marion c'est immanquable de rire, 2024. Elle va me couper le micro dans 2 secondes, je sens. Mais non, elle adore les blagues, Elle va te mettre plus fort. Les blagues bien nasses comme ça, c'est Ok. vraiment... Je vais en rajouter peut-être en cours de route. Allez, c'est parti. On enchaîne. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui nous écoutent, Benjamin? Des fois. Non, en tout cas, on ne leur souhaite pas du tout.
Mais si jamais il y en a qui écoutent en cachette leur podcast préféré sur Station B, rendez-vous le mardi 18 février au Luxe pour un atelier d'initiation à la stop motion. Alors c'est quoi la stop motion ? C'est une technique de film d'animation qui consiste à prendre une série de photos et en les mettant bout à bout, on peut réaliser un véritable film qui donne l'illusion du mouvement. C'est beau, le cinéma. Ouais, moi en fait, si tu veux savoir, mon podcast préféré quand j'étais petit, c'était sur Europe 1 à minuit, c'est Les Plaisirs d'Émilie. Ça existe vraiment ? En vrai, je connais pas du tout. Ouais, ça existe vraiment. Et on en parlera une autre fois. Alors, une annonce pour les quelques énervés de cinéma qui nous écoutent, le marathon Hunger Games au Ciné-Nacre à Douvres du samedi 1er mars au dimanche 2 mars à 1h15. Il y aura plein d'animations, des quiz, des rencontres, des ventes de livres, on imagine les ventes de livres de Hunger Games de fait, et des tables rondes. Le pass marathon pour les 4 films est à 16 €, une offre immanquable, décidément c'est beau, la réessai. Et gardez votre souffle pour la fin, puisque le film, Le Dernier Souffle, le nouveau film de Costa Gavras sera en avant-première. C'est le film avec Podalides et Canmerad, il sera en avant-première au Café des Images à l'occasion d'une soirée sur la thématique de la fin de vie. La séance sera suivie d'une rencontre avec des professionnels de santé, un sujet particulièrement d'actualité. Et c'est tout pour la revue. Oh mais non, mon Dieu, le micro sature, arrêtez tout. On me glisse à l'oreillette que le Luxe organise une nouvelle nuit. C'est une exclue. On n'est pas filmé le samedi 24 mai, nuit Stephen King au Cinéma Luxe, dans le cadre du festival Époque, Salon du Livre, Shining, Ça, Carrie, Misery, Les Infiltrés, Stand By Me, La Ligne Verte. Quelle sera la programmation de cette nuit ? On ne sait pas encore, mais il y aura plein d'animations stupides à n'en point douter. Merci beaucoup. Stupide, tu penses ? Complètement. Vous, tu te catégorises stupide ? En tout cas, on évite d'avoir des idées intelligentes, c'est ça. C'est surtout ça l'idée. En soi, vous avez eu des super bonnes idées sur la nuit Mad Max. On rappelle, il y a eu des sensations affolantes, des couples se sont faits là-bas, des mariages, il y a eu des meurtres. Il y a eu deux, oui, et deux meurtres, deux mariages. 4. Les 2 blessés, graves, ils ont pas survécu. Ah bah oui, Sophie, on s'en souvient. Oui, on s'en souvient très très bien. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'émotions à ces nuits. Il faut y aller, et en plus, il n'y a pas de poursuite. C'est ça qu'il faut préciser. C'est ça. Samedi 24 mai, ne mentez pas. Ne mentez. Bon, allez. À bientôt. Merci beaucoup. C'était impressionnant. Tu fais un bel héritage à Zéphyr et Seb. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Birchman ? Qu'est-ce qu'il fout ? Et maintenant, on va parler un petit peu de films d'actualité. On va faire une critique comparative. Alors, quelque peu comparative, puisque les films, même s'ils se rapprochent, ils ont quand même 2 visions différentes. Puisque, en soi, ils sont sortis quasiment en même temps, à une semaine d'intervalle, quasiment 2. Donc, c'est Better Man et Un Parfait Inconnu. Puisque, cette année, on n'est pas près de manquer de films musicaux. Et franchement, les biopics du genre ne font que se multiplier. Déjà, l'an dernier, on a eu ceux sur Bob Marley et Amy Winehouse. Et cette année, ça continue. On attend du lourd, évidemment, avec possiblement un biopic sur Bruce Springsteen, un sur Michael Jackson qui se profile, et même, il y a eu aussi le Monsieur Aznavour du côté français, pour ne citer que quelques exemples. Et on a eu récemment, d'ailleurs, l'annonce de The Weeknd qui, fait un film un peu posthume sur son personnage, montrer comment il va mourir. Donc, on s'imagine aussi un petit biopic sur sa carrière de 2010 à aujourd'hui. Et parmi tout ça, il y a 2 films qui méritent donc la comparaison. C'est Better Man et Un Parfait Inconnu, 2 biopics musicaux, mais avec des approches radicalement différentes, puisque Better Man, c'est une sorte d'autoportrait signé Robbie Williams, principalement. Il n'est pas directement à l'écriture, mais c'est clairement sa vision, son récit et surtout sa volonté de se raconter à sa manière, ce qui donne un film souvent touchant, mais qui, forcément, flirte parfois avec une forme d'auto-justification, voire d'hypocrisie, ce qui, au fond, est presque inévitable quand un artiste raconte sa propre histoire comme celui-là, aussi provoquant. Et de l'autre côté, on a Un Parfait Inconnu, le film de James Mangold, qui lui prend une toute autre direction. C'est un portrait de Bob Dylan à ses débuts, au moment où il façonne son personnage, où il absorbe ses influences politiques et sociales pour en faire un style musical unique. On voit comment dans les années 60, il devient cette figure incontournable, comment ses idées prennent forme à travers la musique. Ce qui est intéressant, c'est que ces 2 films sont évidemment très musicaux, mais ils ont une approche totalement différente du temps et du rythme. Better Man, c'est une fresque qui couvre quasiment 3 décennies, des années 90 jusqu'aux années 2010 de Robbie Williams, et on est sur un film qui veut tout raconter, qui multiplie même les moments clés de la vie de Robbie Williams, au point que ça peut parfois donner une impression de trop plein, un côté un peu étouffant par moments. C'est pas forcément un défaut, mais évidemment c'est à souligner. C'est aussi un film très chargé visuellement, avec plein de propositions cinématographiques, on y vient, qui essaye de rendre cette histoire toujours vivante et rythmée, quitte à parfois partir dans tous les sens. À l'inverse, Un Parfait Inconnu est beaucoup plus resserré, il se concentre sur une période courte, 5 à 7 ans maximum,
et prend le temps d'explorer l'évolution de Dylan, ses inspirations, son regard sur la musique et sur le monde qui l'entoure. C'est un film plus posé, plus réfléchi, qui s'attarde sur le processus créatif, sur l'homme derrière l'icône, mais aussi sur son époque et ses contemporains. Rien que sur cette gestion du temps et du rythme, on voit que déjà il y a deux visions radicalement différentes du biopic musical. Et un autre point de comparaison évident, quand on parle de biopics musicaux, c'est la place des relations amoureuses et plus largement le rôle des femmes dans la vie de ces deux artistes, parce que dans les deux films, on a des portraits féminins qui ont influencé d'une manière ou d'une autre leur trajectoire, mais avec deux visions très différentes. Dans Better Man, on nous montre que ce ne sont pas forcément les phases de pure création qui ont façonné Robbie Williams, mais bien une relation marquante, une histoire qui l'a profondément touché et qui a influencé son état d'esprit, sa vision de lui-même, ses hauts et ses bas. Ce n'est pas tant une muse au sens classique du terme, mais plutôt un lien émotionnel qui joue un rôle clé dans son parcours. De l'autre côté, dans Un parfait inconnu, Bob Dylan est montré comme un artiste qui intègre directement ses relations amoureuses dans son processus créatif. Les femmes de sa vie sont à la fois des influences et parfois même presque des outils qu'il utilise inconsciemment pour nourrir son art. Il y a quelque chose de presque froid, voire cynique par moments, où on a l'impression qu'il se sert de ces histoires comme d'une matière première, sans toujours y mettre une vraie dimension sentimentale qui plus est. Son ambition artistique prend le dessus sur tout le reste et c'est cet aspect bien mis en avant dans le film. Alors après tous ces comparatifs, ce qui est intéressant c'est qu'on se retrouve avec deux portraits d'artistes qui, malgré des approches très différentes, restent quand même ancrés dans certains codes du biopic assez conventionnels parce que oui, même si ces films essaient d'apporter leur propre vision, ils restent finalement dans une certaine conventionnalité propre au genre. Ce sont deux films qui, d'une certaine manière, tentent d'être originaux tout en restant dans les normes du biopic. On va parler d'abord de Better Man, qui est une grosse... Oui. T'as pas tout dit là? Quoi? T'as pas déjà tout dit? Non, on a plusieurs points à développer. Better Man, parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit un truc très important dans Better Man. Better Man, c'est le nouveau Planète des singes en fait. Voilà, c'est ça, c'est que Better Man, le choix est radical de Robbie Williams, puisque on le rappelle, comme l'a déjà présenté Joshua, c'est que l'autoportrait... Robbie Williams voulait absolument, même avant la production de ce film, être un singe et être présenté comme un singe en CGI. Alors il voulait pas jouer lui-même son personnage, mais il voulait absolument se présenter tel que. Et est-ce que ça fonctionne, cette sauce un peu Planète des singes, avec un chanteur plus ou moins carriériste dans ce film, on va dire, ouais. Bah, c'est compliqué parce que même si le réalisateur qui est derrière, c'est Michael Grasset, je crois, qui avait déjà bossé dans le côté animation, FX, qui avait même également fait d'autres biopics, c'est un peu un réalisateur que je qualifierais un peu quand même de faiseur, c'est-à-dire qu'on sent qu'il a une compétence dans le côté FX, mais il y a tellement un surplus trop régulier à mon sens de FX, on en avait discuté Benjamin, où dans certaines scènes, on se retrouve avec des plans où, moi je me suis retrouvé à me poser la question de j'ai quoi en face de moi? Est-ce que j'ai des acteurs qui ont véritablement fait une chorégraphie de danse, ou est-ce que j'ai juste deux modèles 3D? Et ça en devient frustrant parce que il y a quand même si on est sur une forme de biopic qui est relativement classique, hein. Alors au début j'étais un enfant, puis après j'étais un ado, puis après j'étais un adulte, puis après j'ai fait de la merde, parce que je suis un personnage de merde, voilà, parce que tous les biopics doivent montrer quelqu'un qui fait n'importe quoi, même si ça va avec le personnage. Mais voilà, et puis il s'insulte énormément, hein, et voilà, il y a, comme on a dit, une volonté aussi de montrer le personnage qu'il était, mais les envers du décor juste à se justifier évidemment. Et voilà, c'est un peu le problème, c'est oh là là quand même, j'étais qu'un sacré connard, hein. Vous pouvez m'aimer s'il vous plaît. Pour moi c'est un peu ça, c'est regardez, ma mamie elle est morte, je suis triste, j'en ai rien à faire. Enfin c'est visiblement le public non plus n'en a rien à faire. Enfin il est sans cœur quand même, hein, qu'il y a quelqu'un qui meurt. Non. Oui, après c'est la vraie question, je suis d'accord avec Lenny, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'un biopic sur Robbie Williams, tu vois? Ah voilà, oui c'est le postulat de base. C'est vrai que c'est un peu ça le truc, c'est j'ai pas vu le film mais comme tout le monde en fait, tout le monde s'en fiche d'un biopic où Robbie Williams fait un singe, tu vois, c'est pas Bob Dylan, on le comprend parce que Dylan a marqué à tout jamais la musique, mais Robbie Williams, bon. Ça permet de rebondir sur le fait que le film bide énormément déjà aux États-Unis. Alors en Europe, c'est pas beaucoup mieux puisque je crois que déjà en une semaine de box-office en France, il a fait à peine 150 000 entrées, ce qui en soi pour un tel biopic à 100 millions de dollars voire plus, pas terrible, voire c'était le gros film de ce début d'année et c'est déjà très mal parti. C'est dommage parce que c'est vrai que cette idée d'avoir ton personnage principal qui est du coup en 3D avec un côté singe, on sent que malgré tout il y a des connaisseurs, il y a des gens qui connaissent leur boulot et qui, dans pas mal de séquences, font un travail vraiment qui est minutieux, mais qui est presque frustrant vu le sujet, parce que
personnellement, qu'on aime ou pas l'artiste, j'en ai un peu rien à faire, mais pour moi, l'histoire ne m'attache pas suffisamment avec ce qui est présenté. Et la mise en scène a des fulgurances. Il y a 2-3 passages auxquels on sent que ça s'amuse, on sent que ça met des chorégraphies, ça joue avec des faux plans séquences ou quoi que ce soit, mais au final, pour moi, ça reste un peu creux, un peu vide, en plus de faire doublon avec un documentaire auquel, si je m'abuse, qui est disponible sur Netflix, où c'est Robin Williams qui regarde ce que tu m'avais dit, qui regarde ses archives et qui s'auto-documente et qui s'auto-critique justement. Donc niveau auto-centré, ça se pose là, quoi. Clairement. Oui, Joshua. Et j'ai une dernière question, Lenny, sur le film. Est-ce que le côté singe n'est pas là? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de côté singe? Oh, j'ai fait un singe pour me différencier, pour dire, je fais pas n'importe quel biopic. Oui et non, c'est-à-dire que pour moi ça peut être ça, très honnêtement, parce que c'est vrai que regarder la bande-annonce c'est relativement surprenant et ça peut piquer une pseudo-curiosité. Et c'est vrai que malheureusement en fait c'est pas tant que ça développé, mais malgré tout, je sais pas si c'est le scénariste ou le réalisateur ou même lui-même, mais il y a notamment je dirais une séquence pour moi qui marche, notamment une séquence de fin qui prend un peu de façon littérale le principe de combattre ses démons intérieurs. Ah oui. Où là, pour moi, l'idée du singe peut marcher, même si techniquement, il y a un élément qui n'aurait pas fonctionné si c'était pas les singes, mais c'est tellement léger pour tout, à mon avis, le travail que ça a fait, et de fait, il n'y a pas spécialement de portée symbolique. Je veux dire, je sais pas, t'as un personnage qui est représenté en singe, fais-lui physiquement faire des singeries. Alors, mais c'est un peu ça qui est mis de côté, malheureusement. Genre manger des bananes. Non. Non, mais Joshua. Oh, merci. On n'est pas encore sur la planète des singes. Ce n'est pas César. T'as toujours pas compris le film. Même si ça pouvait, évidemment, puisque ça ressemble énormément. Et puis, les manières de le faire, c'était équivalent. Alors, il y a quand même, je tiens à préciser, moi, je trouve qu'il y a même Robbie Williams l'a bien mis en avant. Il y a ce côté fondu. Il se présente en singe parce que déjà, il a toujours été un peu bafoué. C'est ce qu'il montre dans le film. C'est qu'il a toujours été aussi mis de côté, il a toujours été présenté comme une bête de foire. Il y a ce côté où le fond est quand même, moi je trouve justement, il est tellement présent, je suffoquais de dire oui, j'ai compris que tu avais fait cette histoire du singe pour essayer de représenter le fait que tu as toujours été décalé par rapport aux autres, ce qu'il a toujours présenté d'ailleurs dans la communication autour du film, mais ça c'est le fond, mais la forme, ça ne fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas. Ça peut fonctionner pour certains, je le sais. J'ai bien vu évidemment des retours où, en fin de compte, certains trouvaient ça tout à fait efficace. Mais contrairement aussi à l'opposé, on a des gens, ça ne fonctionne pas du tout, ça ne marche pas. C'est trop présent cette CGI. Et comme tu as dit, en plus, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il y a certains plans où en fait le côté CGI est tellement présent parce qu'en plus il y a des fonds verts. Rien n'est vraiment tourné naturellement, on va dire, à part certaines scènes. Mais tu vois les fonds verts de partout et quelquefois tu te poses la question si t'es pas vraiment justement devant la planète des singes la suite. Oui, Aline? Moi j'ai pas vu le film, donc pour le coup là c'est une question que je vous pose, c'est que d'extérieur je trouve que l'argument d'incarner son personnage à travers le singe pour représenter cet effet de je suis une bête de foire, etc. Ok, bon, pourquoi pas, ça pourrait même attirer ma curiosité, mais je trouve que c'est un choix qui est tellement ambitieux que l'argument d'être bête de foire il est peut-être trop en surface. Ça aurait peut-être mérité d'être plus approfondi, d'être capable d'argumenter de pourquoi un singe, parce que d'être une bête de foire, oui, mais ça aurait pu être une autre forme animale, ou même peut-être pas qu'animale, je veux dire, il y a plein d'autres films qui incarnent ça sans passer par le biais animalier, donc moi d'extérieur, ce qui me pose question, c'est justement, est-ce qu'il y a un vrai choix artistique, un vrai choix même personnel de choisir le singe, ou c'est... parce que ça fonctionne au final, marketing oui et non, mais ça attire, moi la première, quand j'ai vu un mode annonce, je me suis dit, marrant, mais... j'ai pas été le voir pour autant, quoi. Oui, Lazare. Je crois que le rapport au singe, c'est aussi parce qu'il y a des chansons sur les singes, genre Me and My Monkey. Oui. Je crois que c'est... Tout à fait, il y a un peu de ça, parce que justement, il s'est toujours vu comme un singe, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup ce côté miroir, où en fait, il se voit dans le film, il s'entrevoit dans des concerts, etc. Il voit ses démons s'incarner, ses démons du passé, parce qu'il y a beaucoup ce côté où, dès qu'il incarne une sorte de personnage, il se décale, il se détache de lui-même pour, en fin de compte, s'autocritiquer. Ce qui fonctionne plus ou moins, comme tu as dit justement dans une scène de séquence finale là-dessus, qui fonctionne plutôt bien et qui justifie véritablement en effet cette image du singe. Pour autant, c'est vrai que ça justifie pas toutes les scènes puisque certaines fois c'est complètement hors propos. Moi ce qui m'a choqué, c'est là où je veux en dire, c'est un singe
C'est-à-dire que obligatoirement des fois t'as des moments mais je n'arrive pas à voir autre chose qu'un singe. Je suis désolé, genre il se rase un moment, alors je spoil rien, mais il se rase un moment et il se rase la tête et t'es en mode oui mais t'as des poils sur tout le corps, donc tu es un singe, tu as encore des poils, qu'est-ce que tu me sors? Et à un moment il embrasse des femmes. Et un singe qui embrasse des femmes, bon, désolé, mais moi je suis pas Fury ou quoi que ce soit, ça me met un peu mal à l'aise. Je suis un peu en mode, ça fonctionne pas, genre ça me met dans une drôle de position. Oui, Lenny. En dehors du côté mal à l'aise. T'as kiffé ça? Non. Ah, ok, d'accord. En dehors du côté mal à l'aise, savoir. pour moi, ce qui est intéressant, c'est par contre, c'est justement dans ce genre de séquence où on voit, encore une fois, je me répète, hein, mais qu'il y a eu un gros travail de FX parce que justement, le passage, les interactions entre le faux et les personnes en réel marchent très très bien. C'en est même surprenant. Et pour finir, Joshua? Pour le coup, est-ce qu'il tire pas aussi son épingle du jeu par ça? Parce que le biopic, c'est le style académique le plus chiant actuellement. Enfin, on voit que vraiment, les biopics de ces dernières années, depuis Bohemian Rhapsody, c'est le mot mise en scène n'existe quasiment pas. Ça sert juste à relancer, enfin, on voit que c'est une entreprise qui sert juste à relancer les droits d'auteur pour tous ceux qui les touchent. Est-ce que le fait qu'il y ait une réalisation, tu critiques beaucoup la mise en scène avec beaucoup de CGI, mais est-ce que ça peut pas apporter un vrai dynamisme pour mettre plus en avant la musique et peut-être même apporter plus de dynamisme de cinéma, parce que souvent, vraiment, c'est plutôt mou les biopics. Alors, sur les artistes musicaux, c'est très souvent du chant contre chant, très basique. Pour finir sur le film et justement faire une conclusion, c'est que je me permets, Mélanie, t'hésites pas, hein, bien sûr, c'est trop conventionnel tout de même. C'est-à-dire ça tire son épingle du jeu, certes, mais comme t'as dit Aline, ça ne va pas plus loin que l'image propre du CGI et quelques séquences qu'on a essayé de mettre en avant. Après cela, t'as quand même 2 heures de film où ça reste un film classique, basique, en effet, qui pourrait se comparer à du Bohemian Rhapsody. Moi, ça m'a fait énormément penser à Rockstarman, c'est ça, sur Elton John? Rocketman, pardon. Après, moi, j'ai bien aimé Rocketman. Alors, moi, j'ai adoré. Il y avait des belles fulgurances et il joue entre réalité. Il y a ces fulgurances en question. Il va beaucoup plus loin dans le sujet de l'autocritique et justement sur ses liens avec la dépendance à l'alcool et à la drogue. Ça va évidemment même trop loin parce que je pense qu'il faut quand même avoir un public averti pour aller voir ce genre de film. La fin est assez vénère sur l'autocritique d'ailleurs. Mais ça reste d'une conventionnalité, c'est ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire que en fait, la forme des fois a des fulgurances très intéressantes. Tu me complètes, hein, Lenny. La forme a des fulgurances très intéressantes, mais le fond. C'est beau couple. Oui, je sais. On va voir tous les films ensemble, on se tient la main et voilà. Bref. Et des fois, il me cache quelque chose dans le popcorn. Bref. Et vous avez un passe duo. Oui, c'est vrai en plus. Et par contre, le fond, il reste le même. C'est-à-dire que là, je répète ce qu'a dit Lenny, c'est que c'est un connard qui a fait des choses de la merde, qui se justifie justement d'être une star quand même, qui dit regardez, en fait, je mérite tout ça, parce que c'est vrai que on n'a pas précisé, mais il ne se justifie jamais sur sa carrière. Et ça, moi j'ai trouvé ça dingue, c'est-à-dire qu'il justifie tous les actes de sa vie, mais sa carrière, pour lui, il a été impeccable. Genre vraiment, il a toujours tracé droit, il a toujours fait que des dingueries. Ce qui est quand même assez dérangeant par rapport à des Bohemian Rhapsody où des fois t'as des moments tu vois le mec qui a fait un peu de la merde, ou des Rockstarman ou Rocketman, j'y arriverai pas. Et puis surtout quand on dit qu'il se justifie, c'est qu'il intervient littéralement dans la narration en voix off pour dire ah oui, alors en fait j'ai fait cette blague, mais bon, j'ai fait des trucs pires. Oui. Voilà, et pour dire vraiment que des trucs nuls comme ça. Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt faire une séance chez le psy plutôt de faire un film? On peut finir là-dessus, on est d'accord. Et on avait un autre biopic, alors qui peut paraître conventionnel, peut-être pour certains, d'autres qui pourraient voir justement une autre épingle à sortir de ces biopics musicaux, puisque il a un propos, il se positionne vraiment sur une période de Bob Dylan. C'est Un parfait inconnu. Alors, Aline, je vais partir directement sur toi. Justement, est-ce que tu as bien apprécié quand même ce film? Est-ce que tu le trouves conventionnel justement dans cette panoplie de films d'icônes américaines qu'on va avoir d'ailleurs cette année encore? Alors moi je l'ai beaucoup aimé, j'avais pas mal d'attentes parce que vu qu'il y a Timothée en tant qu'acteur principal, j'avoue qu'à chaque fois je l'attends un peu au tournant, je suis rarement déçu. Et c'est vrai que là, alors je trouve qu'il y a toujours ce côté conventionnel, comme disait Lenny, il y a toujours ce schéma, en fait on part d'un point de l'histoire et on arrive à la fin. Là, ce que j'ai au début pas trop aimé et avec du recul apprécié, c'est de partir du moment où il arrive en fait donc dans les années 60 dans le but de rencontrer Woody Guthrie, et
tout de suite après on suit comment il va évoluer, comment il va s'imprégner du contexte aussi politique actuel, enfin actuel du coup non, mais de l'époque aux États-Unis, comment il va rentrer pour la première fois, monter sur scène du Newport Folk Festival, pardon. Bravo. Donc noté. Et du coup, c'est vrai qu'au début, je m'étais dit, alors oui, est-ce que je me suis endormie le temps d'un instant parce que moi, je suis passée du Bob Dylan qui a son petit béret, ça gratte au bout du lit, qui est là, genre comme ça, à finalement, je suis sur scène, j'ai des lunettes de soleil, j'ai 2 nanas, et du coup, j'étais là. Alors, ça va que je connais un petit peu sa vie, donc je suis un petit peu, mais là, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un saut dans le temps. Je me suis dit, quelqu'un, pour le coup, qui connaît pas du tout, qui y va par curiosité ou juste, justement, il y a Timothée, j'y vais. Est-ce qu'il est bien aiguillé? Est-ce que chronologiquement ça suit? Point d'interrogation là-dessus. Oui, parce que Lenny, tu rejoins un petit peu là-dessus aussi, j'imagine, l'avis d'Aline. Là, je sais, tu m'as dit ça à l'oreille juste après notre séance, mais tu m'as dit que Bob Dylan, justement, tu connaissais pas du tout et que t'étais souvent perdu devant le film. Tu rejoins un peu déjà. Oui, c'est-à-dire que le film fait le choix, pour moi, malgré tout, qui marche et qui permet de se distinguer, de justement pas avoir ce qu'on a déjà eu sur le précédent film, alors au début j'étais petit, puis après j'ai grandi. Le film par contre a cette idée de, tu clignes des yeux, ok, il y a 10 ans qui s'est passé. Ouais. C'en est presque un peu déroutant de fait, mais ça peut s'accrocher malgré tout. Non, moi ce qui m'a dérangé, c'est le parti pris quand même du film qui est surprenant. On va pas s'intéresser à l'histoire de la personne, oui, mais l'histoire du mythe, de la légende. Comment il crée ses idées, comment il arrive à... Et d'ailleurs, c'est adapté, je voulais le préciser, de Bobby Goes Electric. Exactement. Et c'est le truc de... Là, moi, ça me laisse parfois un peu de côté, pas pour la narration. Bon, déjà, la mise en scène, pour moi, a un côté un peu classique, ce que je trouve surprenant, dans le sens où tu traites une icône, t'as conscience que tu traites une icône, mais le parti pris, c'est plutôt parfois de me le montrer comme pas quelqu'un de bien. C'est... Comment dirais-je? Ouais, c'est... Parfois, de ce que tu le décrivais, c'est qu'il utilisait les femmes de sa vie. Ouais, c'est quelqu'un, pour moi, que je considérerais comme toxique, parce qu'on a Timothée Chalamet, pour moi, qui ne passe pas... Enfin, qui est bon, enfin, qui marche, mais qui a son regard une fois sur deux de « je suis un psychopathe, je suis un pervers ». Enfin, c'est terrifiant. Ah oui. Alors on précise aussi Timothée Chalamet, après je te lance Joshua, t'inquiète, mais Timothée Chalamet chante et joue parce que impressionnant quand même, il joue lui-même parce que bon, il nous l'a présenté plusieurs fois, il a raison, voilà, il se présente pour les Oscars, il veut bien se montrer, mais il joue l'harmonica et la guitare sur scène et il te fait des fois t'as des plans séquences sur lui qui joue pendant 2-3 minutes, hein. Oui, Aline. Je me permets, je te laisse la parole Joshua, mais c'est vrai que ça, je trouve ça bien de le souligner parce que bon, après, on en pense ce qu'on veut de la performance de Timothée. Je l'avoue ne pas être très objective. Cependant, je l'ai quand même trouvé assez juste. Et surtout, vu que j'ai été m'enseigner, c'est vrai qu'il y a 5 ans, quand même, derrière comment dire. Il s'est vraiment imprégné du personnage de Bob Dylan. Il a reçu des coachs, etc. Et alors, à vérifier, mais je suis presque sûre de ce que j'avance. De toute base, avant la production, même, ils n'étaient pas sûrs de faire ça. Et en fait, lui, il y a réfléchi et il s'est comparé, entre guillemets, justement avec les Bohemian Rhapsody, donc la performance de Rami Malek, celle d'Austin Butler dans Elvis. Bon, on ne va pas forcément approfondir là-dessus, mais quel qu'en soit ce qu'on en pense, il y a du travail derrière. Oui. Il y a vraiment cette recherche-là artistique. Et, excusez-moi, Timothée a voulu faire la même démarche et je trouve que pour un personnage comme Bob Dylan, qui avait un timbre de voix quand même assez particulier, un jeu de guitare aussi puis même en plus ce passage à l'électrique, qui fait quand même partie prenante de sa carrière, je trouve que le travail derrière, quand même il est montré à l'écran et je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. C'est ça qui me faisait peur. Je suis pas énormément déçu. Est-ce que c'est brillant? Je sais pas, mais plutôt correct. C'est remarquable en tous les cas, ça c'est sûr. Oui, Joshua, tu voulais faire ta petite remarque? 2 choses déjà. Fais-nous rire, vas-y. Non. Mais déjà, je suis impressionné que Aline l'appelle Timothée, comme si c'était... Je l'ai quand même je l'ai un tatouage en fonction de lui, donc tu sais, c'est élément d'un... Ouais. Call Me By Your Name, juste. Ouais. Tu fais une belle liaison pour après, ça c'est bien. Et tout est lié, c'est incroyable. Et je voulais revenir sur ce que disait Lenny, le fait qu'on présente un connard, mais est-ce que c'est pas mieux des fois les biopics
Qui réinterroge l'icône. Ouais, plutôt qu'un truc presque procélique où, regardez, il est quand même super. C'est pour ça que je pense le biopic sur Michael Jackson, comment je le sens pas. Ah oui, bah c'est l'impression que ça m'avait donné sur Amy Winehouse aussi, où c'est le père qui avait commandé le film à moitié, et le truc réinterprète un peu des événements de sa vie pour essayer, voilà. Ce qui était dégueulasse aussi avec Bohemian Rhapsody, vu que tous les... Alors là, on n'en parle même pas. Oui. Pour moi, c'est une honte totale, Bohemian Rhapsody. Tous les gens du groupe qui se vengent, non mais toute la faute. Oui, non, mais j'ai détesté. Oui, Lenny. Personnellement, moi, pour revenir sur l'aspect performance qui a été mis dedans, c'est bien, d'accord, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un biopic, faut montrer que tel comédien, non mais il s'est joué trop bien du piano, il y a eu un tel investissement. Alors d'accord, pourquoi pas. Factuellement, moi je m'en fous, je suis là pour qu'on me raconte une histoire. Et en fait, ce qui m'embête, c'est que je sais pas si le personnage qui est décrit dans le film m'a frustré, m'a mis de côté, mais j'ai jamais réussi à être embarqué. Et surtout, je finis le film à base de je sais pas ce qu'a voulu être raconté. J'arrive pas à savoir en fait quel est le point de vue que le film a sur Bob Dylan. Parce que pour moi, d'un côté, il y a ce truc de... Alors, c'est un enfoiré, c'est quelqu'un qui est toxique avec absolument quasiment toutes les femmes de son entourage, et c'est quelqu'un qui, derrière, à chaque fois qu'on va essayer de lui parler de militantisme, de politique, de tout ce que tu veux, va en avoir rien à foutre, mais va le mettre dans ses chansons. Donc j'arrive pas, pour moi c'est un personnage qui est ambivalent, et j'arrive pas à voir ce que le film veut trancher. L'être humain est ambigu. Bien oui. Merci. On vit dans une saucisse. On vit dans une société. Oui, Aline. Je suis assez d'accord, mais en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, comme je disais au début, en fait, ce qui m'a frustré et finalement intéressé, c'est que, et en plus, t'en es l'exemple parfait, quand tu le connais pas, tu sais toujours pas d'où il vient, finalement, presque Bob Dylan, tu sais toujours pas qui c'est. Et pendant le film, quand il y a des petites interventions, justement, il reçoit du courrier qui concerne son passé, il l'évoque pas. Justement, il se paraît détaché de tous ces conflits politiques, mais au final, quand il réfléchit, dès qu'il compose la radio, dans le fond, c'est les infos, c'est l'actualité, en fait, tout défile. Donc, malgré tout, il s'imprègne de ce qui se passe. Donc, je pense que c'est peut-être pas montré, et je peux comprendre que ça puisse être frustrant. Il y a Cuba quand même, je tiens à préciser. Il y a plusieurs événements politiques qui sont bien mis en avant. Voilà. La mort de Kennedy, exactement. Cuba, et aussi la mort de Malcolm X, il me semble. Aussi, donc, forcément, tout ça, ça fait partie de... Indirectement, je pense que c'est juste un parallèle qui a été fait à la réal, justement pour montrer que ça fait partie de son processus artistique, mais que ça n'en est pas le centre. Parce qu'il y avait d'autres choses et d'autres choix, je pense, qui l'intéressaient. Et là où, juste pour conclure, moi j'ai bien aimé, c'est que le passage à l'électrique, il est montré et plutôt juste. Et le fameux concert qu'il fait, au final, il va jouer justement électrique et qui va se faire ruer. Assez fidèle à ce qui s'est vraiment passé. J'ai adoré ce passage pour faire ma petite intervention. J'ai trouvé. Alors, moi, c'est vrai que je rejoins Lenny sur le fait que c'était peu accessible au départ et qu'on comprend pas vraiment les intentions du personnage là-dessus. Je n'enlève rien, c'est plutôt correct. Mais j'avoue que la deuxième moitié du film, sur les années donc dès 65, et d'ailleurs dès ce saut dans le temps qui a pu perturber, là, j'étais tout de suite dans le film parce que là, on prend vraiment parti d'un laps de temps très court où on explique comment le personnage et l'icône évolue et comment il va prendre vraiment part aussi à ce personnage contestataire. Qu'est-ce qu'il va faire aussi pour montrer comment il va faire une mouvance idéologique un petit peu, lui qui, et en fait tout est exprimé dans la musique, et ça je voulais le préciser, c'est un film, ça on l'avait dit Lenny, c'est extrêmement musical, hein. Genre tout le film on a des musiques, tout le film on a des représentations des acteurs justement qui chantent, qui jouent, alors que Better Man t'as 3-4 musiques à tout péter. Bon, en même temps il a pas fait beaucoup plus de tubes, Robbie Williams en tout cas dans la pérennité, alors que Bob Dylan, bon, c'est que des classiques évidemment et ses paroles restent et perdurent. Lenny, pour conclure. Et de ce que tu me disais, visuellement c'est pas forcément les plus connus, c'est parfois justement des trucs un peu obscurs, un peu précis, ce genre de choses. Donc à mon avis, de fait, je pense que... Il n'y a pas que c'est classique. Mais je pense que quelqu'un qui connaît un minima la figure pourra y trouver son compte, justement, dans le côté représentation. Après, je vais pas non plus m'en plaindre 150 ans. Je suis le premier à taper sur un film biopic qui est une page Wikipédia. Là, le film essaye de faire des choses. À minima, ça reste intéressant. En plus, le réalisateur a fait quand même beaucoup de choses pertinentes. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais j'aime bien quand tu conclus comme ça, où tu es sur un aveu d'échec. Tu as perdu le débat. Aline a gagné. Non, j'essaye de mettre de l'eau dans mon vin. Non, si. Voilà, on applaudit. Bravo, Aline. Merci. Merci de la part de Timothée également. Je rigole, Lenny, évidemment, tout va bien, on adore ton avis. Joshua, une petite blague là, juste avant, petite transition. Pas du tout de blague. Putain, t'es payé pour ça. Hein. Pour les gens sur YouTube qui nous regardent en commentaire, si vous préférez
Un Parfait Inconnu ou alors I'm Not There, le film de Tom Dace avec les 8 acteurs qui font Bob Dylan, qui pourrait peut-être t'intéresser. Davantage dans la présentation biopic, c'est vrai. Mais bon. Donc en commentaire, on compte sur vous. Tu regardes quoi là ? Le rideau. Ah, le rideau, ouais. C'est assez schizophrénique, hein, parce que bon. Le rideau. Le rideau. Ah, la référence à Big Deal. Ouais. Ça, c'est la prochaine émission, ça arrive très vite. Ce soir, j'ai préparé des bouquets de dames. C'est fin, ça se mange sans fin. Là, désormais, nous sommes avec Maud et Manuel, donc pour une petite présentation déjà d'un film qui est Le Tombeau des Lucioles. Pas n'importe quel film, puisque en soi, ça va introduire donc une soirée, la soirée Jacques. Donc déjà, premièrement, présentez-nous le film. On va faire évidemment cette petite présentation aussi de votre soirée juste après. Alors, Le Tombeau des Lucioles, c'est un film d'animation sorti en 1988. Il a été adapté de la nouvelle semi-autobiographique La Tombe des Lucioles d'Akimoto Nosaka par le réalisateur Isao Takahata. Ce film est devenu un classique de l'animation japonaise. Il a d'ailleurs été salué par la critique et a aussi reçu plusieurs prix internationaux. Sorti en salle en même temps que Mon voisin Totoro, il s'oppose à celui-ci en montrant une réalité crue et déprimante des conditions de vie d'enfants qui se battent seuls dans un Japon anéanti par la guerre. Seita et sa sœur Setsuko, deux jeunes japonais, sont laissés seuls dans un monde dévasté et doivent lutter pour leur survie. Contraints de quitter leur maison et de se réfugier dans un abri de fortune, ils restent déterminés à survivre malgré les épreuves et les privations qu'ils sont amenés à subir. Le film nous montre la fragilité de la vie et nous rappelle que la guerre ne fait pas de distinction entre les innocents et les coupables. Une des très grandes réussites de ce film d'ailleurs est sans doute la rare maîtrise par le réalisateur du mariage entre réalisme et onirisme poétique. Les scènes de guerre sont particulièrement concrètes, bombardements de Kobe, différentes morts, les corps rongés par la maladie ou jetés dans une fosse, sans compter le rationnement, une véritable obsession. Alors au programme, du deuil, de la maladie ainsi que la mort, tout ce qu'il faut pour la recette du bonheur. Ce film d'animation n'est pas destiné aux enfants, qui est très rare pour un film des années 80, mais c'est compréhensible car ce film permet de comprendre la mort qui se banalise dans un pays en guerre. À part la mort, on peut observer un travail sur les couleurs et la lumière pour renforcer la chronologie du récit. Il y a aussi un travail autour de la musique composée par Michio Mamiya, qui n'est finalement pas si triste que ça comparé à l'histoire du film. Tous ces éléments donnent une grande impression de naturel et de réalisme. Pour finir, une petite anecdote qui est assez intéressante sur ce film. C'est au sujet du titre. En effet, Luciole en japonais a un autre sens. Cela signifie aussi feu tombant. Ça se rapporte au bombardement américain, ce qui veut dire que si l'on fait un tombeau pour les lucioles, c'est enterrer la lumière, mais éteindre les bombes. Waouh. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, bravo quand même. Cette petite présentation du film le plus joyeux du monde, hein, on est d'accord. Alors, vous l'avez sélectionné, vous particulièrement. Alors, vous n'êtes pas évidemment tous les deux les représentants de des Jacques. Hein. Il y a d'autres Jacques. Vous êtes combien déjà à peu près ? Une dizaine, un truc comme ça. Et vous 15 de ce que j'entends de votre agent. Un peu plus alors. Vous avez un agent derrière. On n'oublie pas, faut pas dire de bêtises, sinon il va me sauter dessus. Alors vous faites une soirée, donc rappelez-nous la date, histoire qu'on la note bien. Rendez-vous le 26 février à 19h15 au Luxe, bien sûr. Et vous allez animer la soirée, donc il y aura une petite présentation du film ou d'un quiz juste avant ? Oui, il y aura une animation sur les studios Ghibli, ce sera un caout qui sera présenté. Et il y aura aussi peut-être d'autres animations, on est en train de préparer ça en ce moment. On peut gagner des choses à votre quiz ? Bien sûr, bien sûr. Ah oui, on gagne quoi ? Plein de trucs, faut savoir. Ok, il y a un cadeau mystère avec potentiellement un truc comme Bill du Big Deal, je sais pas moi, une voiture. Bien, mais tout c'est est vrai possible. Tout est possible. Vous avez de l'argent pour ça ? Oui, à vos frais. Hein. Oui, apparemment il y aura une sortie dans l'espace prévue. Ah ok. Ah vous êtes sponsorisé par Jeff Bezos vous ? Non, Elon Musk. Ah. Oh là là. Oh là désolé, là là mais c'est tout ce qu'on a pu récupérer. Hein. Oui. Bon, on va pas partir trop loin là-dessus. Je suis choqué déjà de vos propos. Oui. Bah nous aussi on a eu du mal, hein, mais. Oui, mais en fin de compte vous avez concilié l'histoire. Hein. Vous êtes dit bon. Ouais, voilà. Et alors oui Marion. Et du coup, est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs ce que c'est d'être Jack ? Jacques. Ouais. Alors Jacques, c'est jeune ambassadeur de la culture. Donc il y a plusieurs lieux culturels de Caen qui participent à ce concept. Et en fait, on représente du coup ces lieux de culture au sein de notre lycée et on fait en sorte de créer des événements
que les structures ne peuvent pas forcément ou ne pensent pas et apporter en fait un côté jeune à ces structures, pardon. Et voilà, et faire connaître potentiellement des nouvelles choses à tous les jeunes de Caen. Et ça fonctionne, ça? Vraiment Du tonnerre. C'est vrai, du tonnerre. Oh là là, vraiment, les comparatifs sont incroyables. Et alors, Jacques, vous êtes les Jacques du luxe, si je comprends bien. Exactement. Il y a quoi comme autre Jacques sur Caen? Il y a les Jacques du Mémorial, Ouais. il y a aussi le musée des Beaux-Arts, le musée de Normandie, du Cargo. C'est à peu près un peu de beaucoup d'infrastructures culturelles de Caen. Et est-ce qu'ils ont aussi des événements prévus sur les prochains mois, possiblement? Vous savez même pas, si? Non? C'est top secret, on va C'est dire. top secret. Ah oui, parce que, oh là là, le mystère, vraiment, les Jacques jusqu'au bout. Et alors, il y aura qu'une soirée cinéma en soi prévue pour le Tombeau des Lucioles, ou vous allez prévoir d'autres soirées Jacques? Alors, il y aura qu'une seule soirée pour le Tombeau des Lucioles. Par contre, on prévoit d'autres soirées autour de Dauphine, par exemple Babylone, qui va arriver en juin, Ok. je crois. Et donc, il y aura aussi une génial, autre soirée prévue, voilà, aussi top secret. Ah oui. Voilà, on garde un maximum de surprises, comme vous l'aurez remarqué. Oui, vous restez. Mais c'est bien, ça attire tout de suite. On peut vous retrouver sur des réseaux. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Facebook, je sais pas moi, pour sur les vieux. Instagram. Sur Instagram. Ok. C'est comment elle s'appelle précisément la page? Nous les Jacques. Nous les Nous les Jacques. Jacques. Et il y a aussi bien sûr la page Instagram du Luxe où vous pouvez retrouver les événements dessus. D'accord. Bon, en tous les cas, on vous retrouve donc le 26 février, c'est ça? Exactement à 19h15. Voilà, pour le Tombeau des Lucioles, on va rire ensemble, on va s'amuser, ça Voilà. va être la joie, l'explosion même de joie, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour cette présentation et on vous retrouve évidemment encore une fois pour cette belle soirée. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. On voulait parler, puisque c'est bientôt la Saint-Valentin, des comédies romantiques, mais plus précisément donc de cette effervescence, entre guillemets évidemment, il n'y en a pas énormément, mais il y en a de plus en plus, des comédies romantiques queer. Et donc, comme l'a dit Lazare, des comédies romans queer. Roman queer, voilà. C'est bien, on peut l'applaudir pour ce jeu de mots. Romantique queer. Voilà, c'est tout, on s'arrête là. Ça méritait pas plus, mais ça méritait quand même l'effort et d'être salué. Alors bon, les comédies romantiques queer ces dernières années, il y en a eu quand même pas mal. Bon, elles n'inondent pas tous les écrans et on n'est pas encore au stade où elles dominent le box-office, mais elles existent et parfois elles rencontrent un vrai succès, comme Call Me By Your Name. On fait le lien tout de suite. D'autres font parler d'elles dans le bon ou dans le mauvais sens par rapport aux polémiques qu'elles ont créées malheureusement, alors qu'elles ne méritaient pas cela, comme Love Lies Bleeding l'année dernière. On l'a bien vu sur des agressions, parce que oui, il y a toujours cette idée que certains films seraient trop idéologiques, comme si représenter des identités queer, c'était imposer une vision du monde, alors que, soyons honnêtes, ces histoires existent depuis bien plus longtemps que les polémiques qui les entourent. Le but, c'est pas juste de faire des films pour faire des films, c'est de donner de la visibilité à des amours, des sexualités, des identités qui ont été invisibilisées bien trop longtemps. Alors oui, en ce moment, il y a peut-être une forme d'effervescence, une montée en visibilité, et forcément, ça dérange certains, les bien-pensants. Mais ce n'est pas juste une tendance passagère ou une mode, c'est un rattrapage, une réponse à des décennies d'absence et de silence. Et pour ceux qui, pendant des années, n'avaient aucune référence à l'écran, c'est quand même un sacré changement de pouvoir enfin se voir, de ne pas être cantonné à des sous-entendus ou des personnages secondaires à peine assumés. Parce que, faisons un peu l'historique, mine de rien, ça a toujours existé. Si on remonte par exemple aux années 70, on avait déjà le camp, cette esthétique queer qui jouait entre exagération et subtilité. Alors il y avait deux grandes approches. D'un côté, des films qui ne disaient jamais vraiment clairement les choses, mais laisser des indices avec un double langage, une façon de coder les choses pour que ceux qui savent comprennent. De l'autre, des œuvres plus assumées, plus flamboyantes, mais plus minoritaires, qui avaient moins de vues, de visibilité, qui détournaient les normes établies, et ça bien avant que le cinéma queer soit vraiment reconnu. Dans les années 80-90, on a vu apparaître plusieurs films qui représentaient l'homosexualité, par exemple, avec un traitement plus ou moins respectueux selon les cas. Dans les années 80, il y avait déjà des tentatives, comme Un après-midi de chien, avec Al Pacino, qui abordait ces thématiques de manière plus ou moins frontale. Puis, dans les années 90, et jusqu'à la fin des années 2000, il y a eu une vague de films qui traitaient du sida, une maladie qui a eu évidemment un impact énorme sur les communautés LGBTQIA, même si évidemment elle ne concernait pas exclusivement ces communautés. Certains de ces films ont marqué la culture populaire en mettant en avant des couples homosexuels et en rendant visibles des réalités jusque-là peu représentées à l'écran. Philadelphia, par exemple, a été un vrai tournant, acclamé, récompensé, il a permis d'ancrer ces histoires
l'histoire dans un cadre plus grand public, en touchant un large spectateur qui, jusqu'ici, n'avait peut-être pas été confronté à ces récits. Dans les années 2000, on a eu des films majeurs et forcément, on pense tout de suite au Secret de Brokeback Mountain. Alors oui, ce n'est pas une comédie romantique, c'est clairement plus un drame, mais ça reste une histoire d'amour marquante et surtout, c'est un film qui a été récompensé aussi, acclamé, avec énormément de moqueries et de parodies, mais encore aujourd'hui d'ailleurs. Pourtant, malgré cela, il y a eu aussi un ancrage dans la culture populaire, puisque même encore aujourd'hui, on en parle comme une référence, un peu importe les parodies, au point d'être diffusé encore sur les grandes chaînes de télévision tous les ans, parce que moi, franchement, je le vois très régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce genre de film, ça a contribué à ouvrir la voie. À partir des années 2010, on a commencé à voir de plus en plus d'histoires centrées sur des couples homosexuels. Bien sûr, ces récits existaient déjà avant, mais là, ils sont devenus beaucoup plus visibles, beaucoup plus grand public d'ailleurs, et c'est là qu'on arrive aux comédies romantiques queer de ces dernières années. Ce n'est pas un sous-genre des comédies romantiques, ce sont juste des comédies romantiques, point. Elles ont leur propre code, leur propre histoire, leur propre façon de se raconter. Elles se réapproprient aussi certains éléments spécifiques, comme ceux du camp, cette esthétique de la démesure, de l'exagération qui fait partie de l'histoire LGBTQIA, et c'est normal, chaque genre cinématographique évolue en fonction de son contexte et de son héritage. Et en parlant d'un film en soi comédie romantique, mais qui va plus vers le thriller, donc il y avait Love Lies Bleeding, un film marquant de l'année dernière, comme on l'a expliqué par rapport aux polémiques, mais pas que, puisque le film se vaut, et même pas qu'un peu, il est peut-être même à redécouvrir pour certains. Comme tu voulais nous le préciser, Lou d'ailleurs. Bonjour Lou, comment vas-tu ? Bonjour, ça va super bien. Alors, justement, présente-nous un petit peu ce film qu'on doit rattraper absolument. Alors moi aujourd'hui du coup je vais vous parler de Love Lies Bleeding, qui est vraiment un de mes coups de cœur 2024, qui est de la réalisatrice britannique Rose Glass. On y retrouve Kristen Stewart dans le rôle de Lou, une coach de sport dans une ville un peu paumée des États-Unis, et Cathy O'Brien dans le rôle de Jackie, une bodybuildeuse en quête de reconnaissance et de succès. Love Lies Bleeding n'est pas une comédie romantique stéréotype. Déjà car c'est une histoire queer entre deux femmes masques dans une petite ville du sud-ouest des États-Unis pas franchement accueillante. On est loin des métropoles et des banlieues parfaites des comédies romantiques classiques. Ici l'ambiance est pesante, la chaleur est étouffante, c'est l'Amérique brute et sans artifice. Ce n'est pas vraiment l'environnement rêvé pour une romance. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans cet univers, c'est vraiment un univers gangréné par la violence. À la fois par la violence physique, celle du culte du corps et des salles de sport, Jackie se bat pour exister dans un monde dominé par des hommes où seule la puissance compte. Et puis la violence plus sourde, celle des rapports de pouvoir. Lou est sous l'emprise d'un père manipulateur et dangereux qui dirige un petit empire criminel dans sa ville et tente de garder sa fille sous son contrôle. Dans cette ville où tout semble figé, l'amour entre Lou et Jackie est une révolte. Une passion qui naît dans l'urgence, dans le besoin de survivre et de s'échapper. Un autre aspect du film qui vient bouleverser les codes classiques de la comédie romantique, c'est qu'il n'y a pas de chassé-croisé mignon, pas de grandes déclarations sous la pluie, mais à la place une passion brute, presque viscérale. Le film ne cherche jamais à rendre leur amour mignon ou acceptable. Il assume sa physicalité, son côté animal presque instinctif. Cette tension donne au film une intensité rare, loin du romantisme policé qu'on attend souvent du genre. Mais si on gratte un peu, on retrouve les obstacles du genre romantique. Un coup de foudre, une alchimie indéniable et des obstacles à surmonter ensemble. Le couple Lou et Jackie, c'est un duo qui fonctionne sur le mode du « nous contre tous ». C'est un trope classique des comédies romantiques. Elles se battent ensemble pour exister, pour s'affranchir de ce qui les enferme. Une dynamique qu'on retrouve dans les films comme Bound de... Et là je bug. Wachowski. Oui, c'est ça. Ou même Thelma et Louise de Ridley Scott, où l'amour et la révolte deviennent indissociables. Alors pour conclure, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une comédie romantique ? Certes, l'humour est noir et la romance baigne dans un univers brutal, mais ces dernières années, le genre s'est justement élargi. Comme par exemple avec The Lobster de Yorgos Lanthimos ou Bottoms de Emma Seligman, qui détournent les codes des rom-coms classiques pour en faire quelque chose de plus absurde, violent ou satirique. Love Lies Bleeding pousse cette idée encore plus loin. Et si l'histoire d'amour n'était pas un refuge, mais une forme de résistance ? Ici, l'amour n'adoucit pas, mais il radicalise. Alors, est-ce que c'est une une comédie romantique queer ? Pas au sens classique, mais dans son ADN, oui. Et c'est, je trouve, ça qui fait vraiment de Love Lies Bleeding un film à part. Et pour terminer, je dirais juste « Vive les lesbiennes ». Waouh, et ça c'est important de le dire. Vive les lesbiennes. Je pense à la blague de Cyprien. Je vous laisse
Bien. C'est une référence incroyable celle-là. Il y a énormément de thèmes récurrents, comme on pouvait le retrouver, comme tu l'as dit d'ailleurs, dans les films queer quand même, parce que c'est un genre en soi qui a eu ses propres codes. Le film queer en général, aujourd'hui, il se spécifie par, on va dire, sous-genre entre guillemets, donc comédie romantique queer, film d'action queer, etc. Comédie en général, le teenage movie queer, parce qu'il y a eu aussi, voilà, c'est Bottoms, hein, il me semble. Ouais, Bottoms, voilà, ouais. que j'ai vu sur Amazon, moi de mon côté. Ouais, il est dispo sur Amazon. Mais qui était vraiment sympa parce que bon, c'est complètement, ça détournait vraiment les codes il y en a pas mal des thèmes récurrents en soi dans les comédies romantiques queer. Comme tu voulais le préciser justement, Aline, il y a le coming out déjà en soi comme un obstacle narratif. Oui, exactement. Donc déjà merci Lou pour ton conseil, j'irai le regarder le film, ça donne envie. Ouais, je voulais parler d'un film que j'ai eu l'occasion de découvrir au Festival de Dinard, donc qui est actuellement pas encore sorti en salle. De ce qu'on a vu, enfin c'est toi qui m'as donné la date, Ben, c'est le 26 février. Oui. J'ai pas trouvé d'autres dates, donc on va rester en tout cas cette année, en 2025. Le film, il s'appelle Unicorns, donc réalisé par James Floyd et Sally El Hosseini. Pardon si je prononcerai mal. C'est un film, comment le définir ? On est vraiment sur une rencontre entre un homme hétéro, mécanicien, qui s'appelle Lucas, qui vit dans une Angleterre assez, voilà, avec un contexte et des idéaux politiques assez extrêmes, et qui va faire la rencontre du personnage d'Aïcha, qui est donc drag queen, qu'il va rencontrer pendant une soirée. Il va se laisser totalement bercer par la séduction et ce jeu entre eux. Et il va découvrir très vite que derrière cette drag queen, il y a Ashik, l'homme. Et c'est là où en fait le film pour moi est hyper intéressant et prend son sens. C'est que bon, vous vous en doutez, première réaction de l'homme hétéro mécanicien, du dégoût, du questionnement, du. Oh non. Ah bon ? Je te jure, j'étais étonnée. Ah je me suis dit, comment ça réagit comme ça, monsieur ? Non, n'importe quoi. Bizarre le mec. Trop bizarre le mec. Et du coup, réaction carrément inédite. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que le film déconstruit tout son schéma. Donc à ce personnage de Lucas, que ça soit son schéma, il est père de famille aussi, donc peut-être important à préciser. Ça va déconstruire ça, son identité, qui il est, sa sexualité évidemment, ce qui va, je vous laisse découvrir. Va-t-il se laisser aller jusqu'au bout avec cette drag queen ? On ne sait pas. Ou rester dans les mécaniques. Pas mal celle-là. Inspire-toi, oui. Joshua, ça c'est des vraies blagues. Oh, et oh là là, il se prend cher. Il est coupé, donc je peux rien dire. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que donc tout son schéma il est construit et surtout il l'aborde avec une sensibilité, c'est-à-dire que derrière ce personnage donc d'homme hétéro sûr de lui, père de famille et j'aime les nanas, et il y a cette sensibilité et il y a cette curiosité que j'ai beaucoup appréciée et j'ai en plus de ça, vécu une belle expérience, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer donc le réalisateur et l'acteur principal qui joue donc Ashik et Aïcha, donc la drag queen. Donc rien que pour ça, c'était vraiment une expérience intéressante. Et le traitement, on en revient en fait sur les codes, comme on disait. Il y a un côté très coloré, il y a beaucoup de paillettes, il y a une bande son assez dynamique parce qu'en plus de ça, donc cette drag queen, elle fait beaucoup de shows pour gagner sa vie. Et j'ai oublié de le préciser, très important aussi, je trouve, dans le film, c'est que Ashik, quand il est out of drag, il appartient à une famille religieuse. Je vous laisse imaginer comment c'est accueilli. Bien. Voilà, comme la réaction de l'homme. Très bien. Donc c'est pour ça, le film, dès qu'il sort, je trouve c'est un miroir très intéressant pour les personnes qui vont chercher à s'éduquer. Ouais. Parce que j'en profite pour dire aussi que je trouve que c'est important d'aller s'éduquer sur la communauté, sur le sujet queer. Puis il faut le préciser, c'est pas de l'éducation violente non plus. Oui, attention, non, voilà. On va pas vous mettre un manuel et on vous dit alors voilà, tu dois comme Bien les sûr. versets de la Bible, tu dois apprendre par cœur que voilà, c'est Yel, machin, tout. Calme-toi. Exactement. Ça y va tranquillement. C'est ça. Et c'est. Oui, Joshua, vas-y. C'est ton moment politique. Vas-y. Non, c'est juste montrer que des personnes queer, ce sont juste des êtres humains comme vous et moi, et qu'il n'y a pas de différence à faire en fait. Ils veulent pas c'est pas une évangélisation d'aller voir ce film. Non. Où t'arrives avec n'importe quelle sexualité que tu as et tu dois ressortir drag ou autre. Non. Puis il faut pas partir sur le précepte aussi de potentiellement les hétéronormés vont se faire critiquer. Non, ils vont être tout. Juste c'est une réinterrogation de ses sexualités, des genres ou de sa propre personne tout simplement. C'est comme tous les films en fait. C'est ça. Et puis c'est surtout que ça dérange. Sinon ça dérange personne. On a alors j'en suis très friande. Attention, je détiens un record de nombre de comédies romantiques en une seule journée. Ah ouais. Combien ? Vas-y. Devinez. Essayez de deviner. 7, ouais. x2. 14, mais comment tu fais ? T'as vu des courts-métrages de comédie. Je suis célibataire et j'ai un appart plutôt confortable. Voilà. Ouais, et un abonnement. Combien de mètres carrés ? 12. Il y a plus de films que de mètres carrés.
C'était génial, c'était la meilleure Saint-Valentin de ma vie, c'était l'année dernière, si vous voulez tout savoir. Voilà. Super. Et le programme de cette année 15 comédies romantiques. Il est top secret, je reprends l'expression. Et non, en fait, j'en suis friande, mais on est inondé de schémas amoureux classiques, hétéronormés, de l'homme, souvent la femme, qui soit c'est un peu la moche du lycée, et le beau va être engagé pour la draguer. Alors attention, encore une fois, j'adore. Hein. Mais il faut enlever les lunettes de la femme et puis voilà. Non mais ouais. Pas du cliché de la comédie. Attends. Détestable. Attention. Pas de mauvaise interprétation. Non, s'il te plaît. Là, déjà, t'es mal parti. Là. Ouais, de ouf. Oh là là. Toi, t'as besoin de te faire éduquer, mon coco. Ouais. Je reviens sur le coup de poignard de l'émission Vampire. Et du coup, non, c'est vrai que je trouve ça hyper important. Et surtout, quand on fait ces émissions-là, on essaye souvent d'être allié à l'actualité, donc principalement cinéma. Mais là, je trouve que c'est important et je trouve ça bien. Et du coup, merci à tous et à toutes de participer à ça pour faire un parallèle des actualités politiques. Depuis que notre cher Donald est revenu au pouvoir, la communauté LGBT en prend un. Voilà. Donald. Pas mal. Là, t'as de l'argent à te faire sur TikTok, sache-le. Hein. Ouais, franchement, voilà. C'est Donald. Mais voilà, il y a vraiment tout. Quand je dis s'éduquer, comme tu dis, c'est pas aller s'instruire, c'est juste aller se renseigner, aller se sensibiliser et prendre le temps de découvrir que c'est une communauté qui est géniale. Et qui est accueillante par rapport à d'autres. Et oui. C'est bien de le dire aussi, hein, parce que ça, combien de fois je peux le voir, le côté... voilà, il y a certains termes utilisés pour banaliser des idéologies en soi, mais qui pourraient se comprendre. Au lieu de débattre, on préfère tout de suite être réfractaire. Bon, ça fait pas avancer le monde, je vous l'annonce, hein, voire pire même. Donc je tiens aussi à rejoindre aussi ce propos. Voilà, on a besoin de le dire en même temps. De toute façon, on peut perdre très vite nos droits. On le voit bien avec ce monde. Alors vive Donald Trump. Mais oui, t'as compris. Mais toi. Big brain. Est-ce que tu veux donner ton cœur au public? Je vous le distribue. Vas-y, donne-le. C'est pas filmé. Non, c'est pas filmé. C'est filmé. Non, Lenny, c'est pas filmé, il peut le faire. Vas-y, fais-le. Non. Fais. Bravo. Il a trouvé une alternative. Non, mais en plus, il y a plein de références de films qu'on peut citer aussi parce que voilà, t'en as noté quelques-uns, donc je me cite à ça. Mais Dallas Buyers Club, par exemple, que j'ai adoré, de Jean-Marc Vallée d'ailleurs, le regretté. Priscilla, folle du désert, qui est extrêmement drôle. Avec Hugo Weaving en Queen. Mais oui, et ça passe super bien. C'est très drôle. Il y a vraiment, c'est un road trip. Alors certes, qui pourrait être interrogé ou autre, mais on s'en fout. C'est un bon moment aussi. C'est un feel good movie. Ça peut très vite faire une bonne soirée entre potes. Et si je peux rebondir sur Priscilla, folle du désert. Oui. C'est que maintenant ils ont gardé vraiment d'avoir un drag à cet endroit, un drag très reconnu, un festival à l'endroit dans Priscilla, folle du désert. Je ne sais plus où est la ville. Et le film a été tellement marquant qu'ils ont continué à faire en fait au final encore des dragues au milieu du désert australien. Et ça a ouvert en fait les yeux de la communauté du bush et tout, et c'est vraiment un des dragues très importants là-bas. Tout à fait. Et oui, vas-y Aline. Quand tu dis drague, c'est drague show ou... Alors je sais plus. Parce que drague point, ça veut dire quoi du coup? Non mais parce que dans Priscilla, folle du désert, c'est des drag queens. Oui. Du coup, il me semble que c'est des drag shows. Je connais pas très bien les termes non plus. Eh bien voilà, t'as ma chronique pour aller t'éduquer, Joshua. Alors faut savoir que moi au début, RuPaul Drag Race, au début, je pensais que c'était une émission de bagnole de courseuse drag. Elles ont des, non, mais des sans avoir vu aucune image, tu Drag Race. Et après, j'ai vu que c'est des couilles, je fais drag queen, Drag Race, oui, logique. Mais bon. Toi, t'es dans les mécaniques jusqu'au bout, hein. C'est le cas de le dire. Hein. Oui, on a vu Alpine, etc. En fait, c'est toi on s'est inspiré de toi dans le film, c'est ça, dis-le. C'est bien, regardez comme quoi il s'est bien converti, entre guillemets. Oui, Lou. J'en profite pour faire un petit aparté, mais il y a vraiment une communauté, une scène drag à Caen, avec plein de drag queens super chouettes et de drag kings, et faut vraiment pas hésiter à les rechercher sur Instagram. Je vais pas faire de pub pour n'importe qui parce que j'ai peur de dire un groupe et pas les autres, mais vraiment. Tu peux en dire un parce que sinon on va pas se référer. French Cancan par exemple, qui est vraiment super. Je pense qu'Aline t'as peut-être d'autres noms, je sais pas. Je te laisse une. Non, okay. Top secret. mais vraiment, faut pas hésiter. Ouais. C'est vraiment des soirées super. On a initié Joshua la dernière fois. Et vraiment, c'est super cool. Donc, vous l'avez converti ? Je pense qu'on l'a converti, ouais. C'est vrai ? Et alors ? C'était chouette, c'était très rigolo. C'est bien. Soirée spéciale Goofy. Oh, Goofy. Imitation de Goofy. Si t'as fait Donald, t'as fait Goofy. Oh, chiot. Voilà. C'était François Hollande. Ouais.
Pour moi, c'est ça. Je peux refaire Donald hein, si tu veux. J'arrive très bien à le faire. Voilà, c'est tout. Et Donald qui jouit. Voilà, c'est ça. C'est mes seules imitations de Donald que je peux faire. On rappelle que cette émission n'est absolument pas pour les enfants. Lazare a prévenu, pitié, fuyez. SVT, c'est bon, ça va. On apprend ça aussi, les animaux, ils se reproduisent, non? Éducation sexuelle, non mais on peut plus rien dire aujourd'hui. Moi je vous jure. Oui Aline, avant que je parte trop loin là, parce que sinon ça va me lancer. Non, c'était juste pour rebondir, c'est que je suis d'accord qu'il y a un début de scène drague à Caen qui se forme. Il y a souvent des drag shows au Broc d'ailleurs. Et ailleurs justement, donc c'est intéressant d'aller suivre. Et j'avoue que j'en profite, je prends juste 10 secondes pour le dire, c'est que si je peux faire cette chronique aussi aujourd'hui, c'est parce que j'ai de la chance d'être bien entourée. Et donc j'ai la chance d'avoir un meilleur ami qui est drag queen, qui répond au nom de Boula Facette. Voilà. Et que, super nom. Voilà. Et donc toute l'éducation que j'ai de la communauté lui est quasiment entièrement due. Donc il méritait d'avoir sa petite place dans cette chronique. Voilà. Super, on peut applaudir Boula Facette. Voilà, merci beaucoup. Et Boula Facette, est-ce qu'il a une tête en forme de boule à facettes du coup? Eh bien non, mais il est encore en train de cultiver. Non mais il va le faire. Je bien que boule à facettes, c'est le boule, c'est pas la tête. Bah pourquoi pas? Je sais pas. C'est pas grave. Tu peux couper le micro, Joshua. Merci. C'est pas grave, c'est Joshua, on aime bien sa façon. Mais bon, bref, il y aura plein d'autres films. On pourrait même les conseiller sur les réseaux, je pense, parce que franchement, il y a une liste interminable. Moi, je tiens à préciser aussi qu'il y a dans le camp, parce que à la base, donc comme je l'ai dit, dans les années 70, le camp c'était quand même assez représentable, mais ça existait déjà un petit peu avant, parce que on peut penser. Alors moi, c'est pour ça, c'est mes films préférés. Il y a Frankenstein et la fiancée de Frankenstein, en film un peu queer, qui a un double langage. Je vous les conseille fortement de les redécouvrir avec ce prisme, parce qu'ils sont passionnants quand on les redécouvre de cette façon. Il y en a, ils détestent, parce qu'on me l'a sorti. Il y en a, ils détestent les redécouvertes de films sous un prisme contemporain, parce que c'est pas vraiment dans le temps, on peut pas. Et c'est aussi une façon de revoir des films d'une autre façon, de les redécouvrir et peut-être même découvrir des classiques du cinéma de cette façon. Donc moi, je vous les conseille fortement. Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, et surtout la fiancée de Frankenstein, c'est un chef-d'œuvre absolu. Vous devez absolument le voir et le revoir. Oui, Joshua, tu veux finir sur cette chronique? Si on doit recommander quand même un film queer, l'évidence c'est quand même le Rocky Horror Picture Show. Ah bah oui, aussi, genre, entre autres. Vraiment avec Tim Curry qui est magnifique, une magnifique queen carrément, qui a été maquillée par le mec qui fera les maquillages de Bowie, avec toutes les musiques, toutes les dragues. Bon là ça a été coupé, mais c'était quand même un film qui a été diffusé en continu pendant 42 ans avec des drag queens pendant la séance où tout le monde chantait et autres. Et là il va peut-être ressortir parce que cette année 2025 c'est les 50 ans du film. Vraiment, c'est l'occasion d'aller le voir en salle. Les musiques déchirent, tout le monde est beau, magnifique. Puis il y a en France, on a beaucoup cultivé ça, cette culture aussi du film où pendant le film, normalement, il y a des gimmicks, il y a des trucs où tu peux monter sur scène, ça danse, ça chante. Tu dois jeter des trucs au bout d'un moment. Enfin, une séance de cinéma indien, quoi. Ouais, pourquoi? Ah, tu connais pas? Non, c'est pas ça. Non, mais les séances de cinéma indien, tu chantes et dès que la star arrive dans le film, c'est pour ça. Toute la salle se lève, tout le monde applaudit. C'est des séances très vivantes. Et c'est vrai qu'il y a un côté événementiel qui est super à participer, car le film prend toute une autre place. En fait, tu rates plus un film, tu vis un spectacle complet. Et ce qui marche très bien avec une comédie musicale. Oui, surtout Rocky Horror Picture Show, qui est aussi une belle comédie musicale en général, sur les scènes Broadway ou autres, qui a été maintes fois représentée. Écoutez, merci beaucoup pour cette chronique. J'espère que ça va permettre beaucoup de découvertes à chacun. Lénie, un commentaire? T'as pas mis de commentaire? Vas-y, c'est le moment malaise. J'aime pas les comédies romantiques. Non, j'ai eu peur. On finit là-dessus. Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. C'est fin, ça se mange sans fin. Et désormais le petit jeu, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit jeu. Là, on va le faire autour des figures, des biopics, des films musicaux, puisque c'était l'actualité, on va en avoir pas mal. Je vous propose, alors c'est léger, vous inquiétez pas, c'est tout simple. Je vais vous proposer des noms de films qui ne disent pas véritablement de quel biopic, de quelle personnalité ils parlent, de la musique, et il va falloir me trouver donc d'après le titre, quelle est donc la personnalité, quel est l'artiste musical qui est donc représenté dans le film. Tout simplement, par exemple, là, tout à l'heure, on avait Better Man. Better Man, ça parle de Robbie Williams. Voilà, tout simplement. Vous avez compris? Oui. Ok. Genre un parfait inconnu, c'est Bob Dylan. Oui, bravo, Aline. Non, mais elle suit jamais rien, la Marion là. C'est affolant. Alors, je veux un petit buzzer parce que sinon, on va pas reconnaître qui parle quoi et vous allez vous enchaîner. Donc, un petit buzzer. Lénie. Voilà. Lou. Ou, d'accord. Joshua.
A. Aline. Boula. C'est comme Et vous le moi, sentez, Marion. Mouais. Mouais. C'est vrai que toi, t'as toujours ce bruit de canard. On y revient à Donald. Alors, le premier, il est facile. Walk the line. Oui, Bob Joshua. Dylan. T'as dit quoi? Johnny Cash, pardon. Bah non, c'était quoi la Mais première? j'ai confondu les- Moi, je c'est le tiens, même non. réalisateur. C'est le même Donc réalisateur. du coup, retentez. Attends, mais tu participes plus, toi. C'était Johnny Cash, effectivement. Oui, bravo, Lou. On peut applaudir. Tout à fait. Concentre-toi, Joshua, au lieu de gueuler dans le micro. Deuxième, Now Here Boy. Je le dis très mal. Pardon. Now Here Boy. Si tu sais pas parler anglais, fais pas en fait. Et ferme-la, toi. Je pense pas que ça soit anglais. Hein. Non, si. Now Here Boy. Now Here Ah, Boy. ok. Oh Nowhere. putain, j'ai mis un et là tout de suite. Ah mais oui, c'est vrai, c'est bon. Ah, Mais I bien come- sûr, Non, c'est. mais on est comment des il vrais s'appelle anglophones ici. David Now Bowie. Here. T'as dit? David Bowie. Non. Non, vous l'avez pas. Figure très connue anglaise. Beatles. Oui. Ah, bah non, mais tu vas de le dire. Boula. Non, j'ai pas dit, j'ai dit juste Beatles. John Lennon. Oui, bravo, on peut applaudir Aline. Voilà, après, évidemment, ben t'es fort. Lui, il est plutôt plutôt dur, pardon. Love and Mercy. Love and Mercy. Oh putain. Love and Mercy. Alors oui, Lazare. Les Beach Boys. Il dit les Beach Boys. Est-ce que t'as vu mon carnet? C'est Ok. le film avec John Cusack. Mais oui, c'est ça. C'est avec Bravo, c'était les Beach Boys. Bravo à Lazare, un point aussi. Alors, lui, c'est un documentaire, mais ça se vaut quand même. Moon Age Daydream. Oh Boula. Attendez, Marion, même si j'imagine ça a saturé de partout, tu sais pas? Boula. Pour vous, c'était qui? Bah, David Bowie. Bah oui, Non, c'est non, bon. pour vous, c'était qui Ah, devait c'est moi. répondre? Tout le D'accord. monde, c'était Aline. C'était Aline? Merci Marion. David Bowie. Oui, c'était Trop David fort. Bowie, bravo. Bravo. Donc du coup, 2 points Super pour Aline, 1 point pour Lou, 1 point pour Lazare. Tic Tic Boom, plus compliqué. Boula. Oui. Ah, je sais peut-être non. J'ai Andrew Aline. Garfield, mais du coup j'ai oublié le nom de. Ah bah non, du coup, oui, c'est l'acteur principal en tous les cas. Et la Non, meuf d'High School il est un peu Musical. plus compliqué lui, là, faut l'avoir. Non? Et plus de comédie, non, vous l'avez pas du tout. Il faisait pas mal de comédies musicales. Non, non, vas-y, tente. Hein. Non, j'allais dire Fred Astaire, mais non, non, c'est non. après. Tic Tic C'était Boom. Jonathan Larson. Voilà, pardon. Alors, Aline. Boula. Lazare, il a levé la main, donc vas-y. C'était Céline Dion, bravo à Lazare qui était pas au micro. Mais il le dit de là où il est. Mais vu que ça porte On te mon salue. prénom, je prends son point. Mais, oui, c'est vrai, en fait, j'ai totalement bugué. Bah j'ai oui. Il y a un film oui, sur bah- moi, meuf. Bah oui. Ah, ok. Bien sûr. Ah, c'était pas sur Christophe, du coup. Bah non. Oui. En fait, j'ai bugué avec la musique de Christophe aussi. Ouais, je voulais faire une petite référence parce qu'on n'a pas beaucoup de biopics musicaux à part, enfin, je veux dire, qui parlent de phrases ou autres, parce que sinon on a des Monsieur Aznavour, La Môme, etc. Donc nous, on est très littéral. Hâte d'avoir le biopic sur Johnny. Est-ce que ça va s'appeler Allumer le feu? Oh, ça va très certainement. Non, ça va s'appeler Johnny. Oui. Monsieur Hallyday. D'ailleurs, Le Raphaël taulier. Quenard. Quenard va chanter les chansons. D'ailleurs, lui-même, il fait une Timothée Lémi, Chalamet. t'as l'air hyper content. Ouais, il a très hâte. Oui, Oui, bien sûr, oui. C'est son film de l'année. J'adore les biopics. Alors les biopics musicaux avec des artistes que j'aime pas. Oui, j'adore. Oh, tout de Si vous suite. êtes des producteurs, arrêtez s'il vous plaît. Les biopics musicaux, on n'en peut plus. Ouais, mais là, c'est la femme de Johnny Hallyday qui l'a commandé. Ouais. Donc, bon. Et ensuite, on a. Alors, putain. On a The Dirt. On en a parlé la semaine dernière. Oui, Maud. Oui, bravo, Maud. Waouh. Bravo. Incroyable. Justement, on en a parlé tout à l'heure. I'm not there. Bob Dylan. Oui, le buzzer a changé, mais oui, Joshua, bravo. Le buzzer a changé, mais l'homme reste le même. Football, il a changé. On a Back to Black. Oh, je descends. Boula. Oui, mais j'ai entendu Bobo. Du coup, Amy Winehouse. Oui, bravo, tout Oui. à fait. Je suis là Et pour le un dernier, remontada. alors c'est pas le vrai titre, mais c'est le sous-titre en soi du film, mais je l'ai considéré quand même parce qu'il m'a fait marrer. Vie héroïque. Ah, Lazare. Gainsbourg. Oui, bravo Lazare. Bravo, Lazare. Je crois qu'on a une belle égalité entre Lazare et Aline, il me semble, de mémoire, mais on a un point aussi pour Maud, Lou, Joshua. Donc on peut vous applaudir, il n'y a pas de gagnant ici. Il n'y a que du respect et de Il y a l'amour. que des perdants. Mais il y a des perdants, par contre Lenny t'as perdu.
Et je descends petit à petit, moi, de ma chaise. C'est-à-dire que c'est bien, toi tu descends, le micro de Joshua est en train de se barrer et te haïr, vraiment c'est merveilleux. On finit l'émission comme ça. En même temps, ça fait quand même une belle émission qu'on vous a présentée. Merci beaucoup pour vos chroniques. Merci Lou pour cette présentation de Love Lies Bleeding, justement. Merci Aline, évidemment, pour tes chroniques et ta participation active pour tous ces films. Quelle culture toujours incroyable, hein. Encore une fois, on va se sponsoriser par toi, vu le travail que tu fais sur On n'est pas filmé. Oh bah écoute, la rémunération ça fait jamais de mal. Joshua par contre toi en sidekick rigolo, je sais pas si ça mérite un salaire. Personne n'est payé. Que tu crois. Mais ça marche toujours. Lenny, merci beaucoup, même si encore une fois on n'est pas filmé, hein, je ne comprends pas très bien. Écoute, peut-être qu'avec un peu de chance la prochaine fois qu'on se fait des films en amoureux, ce sera peut-être des meilleurs films. Oui, on se tiendra la main encore devant du Timothée Chalamet que tu aimes tant. D'ailleurs, Timothée Chalamet, je tenais à préciser, je l'ai pas dit, mais il a un petit bidou dans Parfait Inconnu et il m'a fait extrêmement rire quand j'ai vu son petit bidou. Vraiment, il a un petit gras de bidou et on termine là-dessus. Mais ça merci. Ça m'a fait rire. Tu mettras ça sur les réseaux, ça fera des incroyables vues là, tu vois. Ouais. Les petits bidous de Timothée Chalamet, tout le monde aime ça, j'en suis sûr. Non, il m'a fait vraiment rire là-dessus. Hein ? Tu vas encore être la star des shorts. Ah bah non, je pense pas, jamais je le serai. On m'a toujours détesté parce que je critique tout le temps les films. Marion, je te critiquerai jamais. Merci beaucoup pour cette régie incroyable, toujours. Avec plaisir. En plus, j'ai eu tellement de points au jeu, je suis trop contente, quoi. Bah ouais, t'en as eu combien, vas-y ? -1, franchement. Oh, mais non, t'auto-critique pas comme ça. J'en suis sûr, tu les avais toutes en tête, les réponses, mais tu voulais pas les donner. Voilà, c'est ça. Bah oui, je sais. Merci beaucoup aussi à Maude et Manuel qui étaient là pour justement nous présenter la soirée Jacques le 26 février à 19h15. On avait aussi Lazare pour la revue d'actu. Merci beaucoup Lazare. Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous sommes sur tous les réseaux. Nous sommes sur TikTok où on a énormément de succès. On est sur Instagram, YouTube. Joshua, je vais te taper. On est sur Facebook et évidemment, on vous propose toujours de redécouvrir les films au luxe, au Café des Images ou si vous le souhaitez dans d'autres cinémas d'exploitation, mais surtout pas au pâté. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais où est-ce qu'il est ce con de Perchman ? C'est fin, ça se mange ça.